acting so small because you are the universe in ecstatic motion. Bonjour à tous, bonjour le Web Today. Très heureux d'être là. J'ai assisté à pas mal de confs intéressantes. J'espère que celle-là vous plaira. Je m'appelle Antoine de Verneuil. Je suis le fondateur de Strap, qui est une solution de gestion de flotte de terminaux mobiles. Donc on simplifie et on rend plus responsable la gestion de flotte de mobiles. Mais ce n'est pas du tout le thème de la conf d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler, je vous invite à partir en voyage avec moi sur comment j'ai créé en 2 semaines, enfin en quelques semaines, on va dire, une application iOS, Android, en side project, c'est-à-dire en plus de mon taf habituel. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que moi, mon objectif à l'époque de ce side project, donc projet en plus de ce que je fais d'habitude, mon objectif, c'était d'aller le plus vite possible entre le moment où j'avais une idée et le moment où elle était disponible sur les stores. Donc ce que je veux partager avec vous, c'est le lancement de ce MVP, donc ce projet qui est le plus simple possible, comment on rend une promesse de la façon la plus simple possible avec le périmètre le plus restreint, puisque l'objectif c'est d'aller le plus vite possible et d'avoir une application qui a un but, qui a un sens quand même, et qui soit disponible sur les stores. Et l'objectif de ce talk, c'est vous prendre par la main et de vous montrer pas à pas. Alors ça va aller assez vite, vous aurez peut-être des questions par la suite, ça va aller assez vite parce qu'il y a beaucoup d'étapes, mais d'aller pas à pas pour que vous puissiez vous dire, tiens, est-ce que là j'ai les compétences, est-ce que je maîtrise les outils pour pouvoir éventuellement vous lancer dans un projet de ce type-là. Avant de commencer à se lancer dans le projet, ce qui est important, c'est, si jamais vous avez un projet entrepreneurial, c'est de vous connaître et savoir quelles sont vos forces et vos faiblesses. Pour savoir là où vous allez pouvoir vous appuyer sur ce que vous savez faire et là où vous allez devoir trouver des outils ou des personnes pour vous aider. Moi, pour passer très rapidement là-dessus, je vais me focaliser sur les forces et les faiblesses. Les forces, on va dire les points sur lesquels je pouvais m'appuyer, c'est que j'ai un ADN très produit, donc construire des produits, c'est quelque chose qui me parle, parce que c'est ce que j'ai fait par le passé. J'ai déjà fait des lancements d'applications, donc ce qui va me faciliter la tâche sur toute la partie iOS, Android, la gestion des stores Apple et Google. J'ai déjà lancé des applications. J'ai une bonne compréhension technique et de l'architecture. Alors s'il y a des techniques dans la salle, je vous laisserai en juger par la suite par rapport à ce que je vous dis. Et j'ai déjà lancé plusieurs entreprises, donc je pense avoir une connaissance un peu large, enfin des connaissances assez transverses sur un certain nombre de sujets. Mes faiblesses, je ne suis pas développeur. Donc tout ce qui va être du code, je ne vais pas vouloir le faire parce que je ne vais pas le maîtriser, mon temps de montée en compétence va être trop important. Et je ne suis pas designer. Donc là encore, voilà. Bon, vous trouverez peut-être d'autres faiblesses par la suite, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais identifié pour lancer le projet. Au niveau du déroulé de la présentation, on va aller de l'idée à la publication en passant étape par étape et différents outils qui ont été utilisés. Les chiffres 6 mois plus tard, cette application, quand elle a été lancée, qu'est-ce qu'il en est maintenant et ensuite, quelles sont les solutions, les voies vers la monétisation. Au niveau du choix de l'idée, c'est quelque chose qui a été assez simple et que j'avais déjà eu depuis, on va dire, quelques itérations. Au moment de Noël, arrive le moment où la famille dit « Ah tiens, tu voudrais quoi pour Noël ?» Tout le monde demande ça. Donc on dit « Ah oui, mais moi j'aimerais bien ça, mais en revanche, je l'ai déjà dit à machin, donc est-ce que tu peux te synchro avec elle pour que machin, j'ai pas 4 fois le même cadeau ?» Voilà, l'idée elle est là. L'idée elle est là. On me demande ce que je veux pour Noël. Je vais donc créer une application qui permet de faire des listes de choses que j'aimerais avoir pour Noël. La partager avec des gens et que ces gens puissent se dire entre eux les cadeaux qu'ils font sans que moi sois au courant. C'est ça le pitch de départ. Quand on a une idée, l'idée c'est de la vérifier. Deux façons pour ça. Là en l'occurrence c'était une app. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur les stores. On va vérifier est-ce que ça existe déjà, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont travaillé sur le sujet. J'ai fait le travail. Donc là, le but, c'est d'aller vite. Hein. On ne veut pas lancer une boîte, une scale-up ou quoi que ce soit. On veut vraiment aller vite, avoir une app qui est disponible. Ce qui est différent d'avoir un business. Et donc, on valide, est-ce que ça existe déjà? On va sur les stores, on fait des recherches. Et normalement, on fait des user tests. Là, je n'avais pas le temps, je ne l'ai pas fait. Je ne vous encourage pas à ne pas faire de user tests. C'est très important de pouvoir avoir du feedback, de discuter avec des gens qui vont avoir une idée, qui vont comprendre ce dont il s'agit. Moi, j'avais mon idée, c'était de faire ça. L'idée, elle est là. Le projet fonctionnel, il est là. On avance.
Donc j'ai fait quelques recherches, on voit que bon, des trucs avec des logos un peu dégueux, des titres pas forcément évocateurs, et ce qu'on voit c'est qu'il y a des téléchargements, donc on se dit globalement il peut se passer un truc, et celle qui a le plus de téléchargements c'est l'application qui est de loin la plus moche, et fonctionnellement quand on rentre dans l'app c'est vraiment dramatique, donc on se dit il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. On est le 2 novembre et je me dis allez c'est bon, là j'ai validé l'idée, enfin, j'ai atteint mon niveau de validation d'idée, j'y vais. Business model, si on est dans un système classique de création de boîte, normalement, c'est à ce moment-là qu'on pense au business model. Hop, moi, il faut que j'aille vite, j'ai skippé cette partie-là. Là encore, je ne vous invite pas à faire ça si vous cherchez à vraiment faire une boîte. L'idée, c'est de regarder comment ça peut être monétisé à cette étape-là, et pas à la fin, comme on va le faire ici. La promesse, l'important, c'est de définir une promesse pour qu'ensuite tout... c'est la colonne vertébrale de ce qu'on va vouloir développer. Ma promesse, c'est je veux que mon app soit la façon la plus simple de partager les cadeaux qu'on aimerait recevoir. Et donc ça va me driver dans toutes mes prises de décision futures. Mes prises de décision futures, c'est il faut que je puisse rendre ma promesse et il faut que je puisse aller le plus vite possible. Alors à chaque fois, je vais vous partager un petit peu le temps que ça m'a pris et le délai un petit peu entre le moment où ça commence et le moment où ça finit. Temps effectif, 30 minutes. Délai, quelques jours, mois, parce que c'est le genre d'idée, on mûrit avant de se dire j'y vais, je passe à l'action. Une fois qu'on a fait ça, on a une promesse, il faut définir un lot fonctionnel. Un fonctionnel lot 0, ce que j'appelle moi lot 0, c'est le lot qu'on va mettre à disposition, c'est le périmètre fonctionnel qu'on va mettre à disposition de nos utilisateurs, pour voir quelle est la complexité qu'on va devoir gérer. Objectif, faire le plus simple possible, mais on ne peut quand même pas tout retirer dans l'app. Donc il faut quand même une app compatible iOS, Android. Je me vois mal demander des cadeaux qu'aux gens qui ont des iPhones ou qu'aux gens qui ont des Android. Il faut pouvoir se créer un compte et se connecter. Avoir un rapide tuto pour que les gens puissent comprendre de quoi on parle et de quoi il s'agit et comment ça marche. Pouvoir créer sa liste de cadeaux, et ensuite on rentre un peu dans le fonctionnel un peu classique avec de la gestion de données, créer sa liste de cadeaux, créer des cadeaux dans une liste, inviter des gens, que ces gens puissent rechercher des listes et qu'ils puissent dire qu'ils ont fait des cadeaux. Et gestion du système de notification. Parce que l'intérêt de faire du mobile par rapport à faire une web view ou un site juste mobile, c'est qu'on va pouvoir gérer les notifications et du coup avoir des interactions un peu plus poussées avec les utilisateurs. Donc, avec ce périmètre fonctionnel, je peux adresser ma promesse. Temps effectif, 30 minutes. Délai, là encore quelques jours. Et ce qu'on voit, c'est que souvent on définit un périmètre fonctionnel, on commence l'implémentation, et puis là on se dit ah merde, il me manque ce truc-là, et donc on va rajouter un peu. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse de dire ah oui, mais les utilisateurs ont dit qu'il fallait absolument ça, du coup je le rajoute. Non, c'est ma promesse, est-ce que je considère que j'y réponds avec le périmètre fonctionnel que j'ai déterminé. Vous me direz, c'est vrai que jusqu'à présent on n'a pas parlé de no-code. Le no-code, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un outil. Un outil, c'est utilisé par quelqu'un qui va utiliser un outil. Et donc, tout comme on ne donne pas une scie circulaire à un enfant, le no-code, il faut que ce soit adapté par rapport à la personne qui va l'utiliser. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de mes forces et de mes faiblesses, c'est que le no-code, il est à utiliser dans le contexte qui est le mien par rapport à mes forces et mes faiblesses. Quand je reprends mes objectifs, développement mutualisé iOS Android, intégration avec le système de notification, tout dans le cloud, je ne voulais pas de trucs à installer avec des machines et des choses comme ça, pas de développement à réaliser, parce que je ne suis pas développeur, et pas de et là c'est plus une composante du projet, c'est qu'il n'y a pas de spécificité technique avancée. Il n'y a pas d'éditeur vidéo, de choses avec des droits d'accès, enfin des trucs très compliqués. Donc le no-code est la solution, à mon sens, optimale pour adresser ces objectifs. Ensuite, quand on a choisi, on s'est dit je vais aller vers du no-code, c'est quelle solution no-code on va utiliser. Je ne suis pas développeur, mais mes contraintes c'est que je ne suis pas développeur et je ne veux pas investir beaucoup d'argent. L'idée c'est pas de mettre des milliers d'euros dans une solution, puisque le but c'est d'avoir un produit fonctionnel et une application très très rapidement. J'ai considéré plusieurs solutions à l'époque. Donc on est en octobre-novembre 2022. Adalo, Glide, Bubble. Je vous partage mes critères de sélection, la qualité de l'éditeur, le pricing, le périmètre fonctionnel, est-ce que je peux l'adresser, la sécurité, voilà, essentiellement ces aspects-là. J'ai choisi Adalo. Alors c'est un choix qui n'est pas à prendre à la légère, parce que le no-code, ça va donner tout un cadre de travail, donc il faut bien peser le pour et le contre. Donc là, je dirais temps de travail effectif 3 heures, le temps de créer des comptes sur chaque plateforme et de tester, et puis de voir est-ce que ça répond bien aux éléments que j'avais définis.
En délai, je dis minimum 2 jours là-dessus parce que c'est important d'avoir quand même la nuit pour mûrir un peu le truc. Et la nuit porte conseil. Donc c'est important sur un choix comme ça parce que c'est un choix. Ce choix-là est déterminant. Le choix de l'outil est déterminant dans votre capacité, enfin dans ce que ça va vous permettre de faire et dans les limitations que ça va avoir. On a notre outil, on est parti, on définit la structure de données. C'est là où les techniques vont peut-être froncer un peu les yeux. Je ne suis pas développeur, mais je comprends à peu près comment ça marche. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre les effets de bord que ça peut avoir par la suite. On structure la base de données. Potentiellement, on la structure dans un outil type Notion pour définir un petit peu les relations ou un outil de visualisation de base de données classique. Ou alors directement dans Adalo. On a la possibilité, vous voyez, là, ça c'est les captures d'écran d'Adalo où j'ai mes différents types de données. Mais là encore, l'objectif c'est d'aller à l'essentiel. J'ai des utilisateurs, j'ai des cadeaux, j'ai des listes, des statuts de cadeaux, des langues et des emails. Ce point-là est extrêmement important, cet aspect-là. Je mets 2 warnings. Le premier, c'est la gestion des multiples langues. On part d'une application, donc soit vous la faites directement en anglais et votre famille, vous oubliez pour qu'ils puissent tester, et donc vous l'avez fait pour les autres, donc ça c'est cool, mais bon, c'était pas le but non plus. Soit vous le faites qu'en français, et là, globalement, personne ne va l'utiliser parce qu'il y a personne, enfin, à part la France, dans le monde, c'est tellement petit que voilà. Donc moi, je me suis dit, bon, ok, il faut gérer le multiple langues. Adalo ne gère peut-être pas encore les multiples langues. Donc j'ai redéveloppé la partie base de données langue. Donc c'est un truc qui prend du temps, qui m'a pris du temps, qui n'est pas obligatoire, mais que moi, je recommanderais fortement d'adresser si on veut avoir quelque chose qui est un peu évolutif. Puisqu'ensuite, refacto ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et ensuite, ce point-là, si vous n'êtes pas dev, ou si vous n'avez pas de connaissances techniques un peu avancées, c'est des choses où vous pouvez vous retrouver perdu et faire des choix qui ne vont pas forcément être les bons. Et ces choix, il faut faire gaffe parce que mauvais choix technique égale impact de coût potentiel, puisque les outils no-code vont facturer par rapport à des requêtes qui sont effectuées. Donc si vous structurez mal, potentiellement, vous allez faire plein de requêtes. Si vous faites plein de requêtes, ça va vous coûter cher. Et ça va vous échapper un petit peu, le contrôle du pricing va vous échapper. Et l'autre aspect, c'est que c'est une dette technique. Si demain, vous décidez le service se développe et que vous voulez aller plus loin, potentiellement, il y a des données qui seront déjà structurées d'une façon qui ne sera peut-être pas la bonne et que vous serez obligé de remettre en forme ou demander à des gens de remettre en forme parce que ça, c'est des choses où, en no-code, on va être assez vite limité. Temps de travail effectif, 3 heures. Délai, quelques jours. Là encore, en fait, on fait une grosse partie. On implémente, et quand on implémente, on se dit merde, voilà. Le but c'est d'aller vite, donc on n'est pas sur... on va faire et itérer assez rapidement. Wireframe, donc parcours des écrans, c'est l'étape suivante. Donc là, vous voyez tous les écrans, et c'est un extract d'Adalo, ça. Vous voyez tous les écrans que j'ai créés. L'objectif étant de lister les écrans et de voir comment ils vont s'enchaîner. Là, il y a une adhérence assez forte par rapport. Alors, la définition des écrans peut se faire directement sur un outil type Notion pour lister et détailler un petit peu. Il y a quand même une adhérence assez forte par rapport à Adalo sur cette partie-là, puisque on va avoir des contraintes techniques de gestion de données, de gestion de connexion, qui font que potentiellement, là où on pensait qu'il y avait un écran, il faut qu'on en fasse 2, parce que c'est pas la même personne qui va consulter l'écran. C'est le propriétaire de la liste ou c'est juste quelqu'un qui est invité sur les listes. Donc suivant comment les données sont gérées, on ne va pas pouvoir utiliser le même écran. Donc globalement, on définit un lot 0, on l'implémente et là on se rend compte que ça ne colle pas totalement. On fait évoluer, on rajoute des écrans. Donc là, on a 26 écrans pour ce lot 0, temps de travail effectif 1 heure. Alors là, ce n'est pas pour construire les écrans, mais c'est plus pour les lister et dire voilà comment ils vont s'enchaîner, quels sont les écrans qu'on va retrouver. Là encore, on est toujours dans cette même approche-là. Ensuite, on a notre structure, on a notre structure de données, on a nos enchaînements d'écran. Là, on y va. On est rendez-vous sur Adalo. Je vous donne une petite capture pour que vous puissiez rendre compte la structure de données à gauche, les écrans à droite. On va faire du drag and drop. Pour ceux qui étaient à la conf Flutterflow juste avant, on retrouve des choses un peu similaires. C'est quand même assez proche. On va dropper des éléments. Par exemple, là, on a un formulaire, là, on a une liste, là, voilà. Et on dit comment interagissent les écrans entre eux. Là, temps de travail effectif entre 10 et 20 heures, délai sous une semaine. Donc voilà, donc c'était la partie intégration Adalo. Ensuite, une fois qu'on a une application, on a une application, mais elle n'est pas publiée, elle n'est rien, elle n'existe pas, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de logo, voilà. Il faut commencer à aller vers la publication, vers le déploiement sur iOS et sur Android. Donc là, on va créer les comptes sur Apple et Android.
Là, ce qui était cool, c'est qu'Adalo, bah là, pour le coup, il facilite la vie. Il file un tuto, on suit le tuto, faites ci, faites ça, faites machin, cliquez là. Vous faites tout ça. Il y a un article qui est pas à pas, qui est extrêmement bien fait. Et donc, pour iOS et pour Android. Donc, on va le faire. Donc, là, on va passer assez rapidement, on pourra y revenir. Mais globalement, ce qu'il faut faire, c'est créer un compte développeur qui va coûter 25 $ sur Android, 99 $ par an sur iOS. On crée son compte développeur. On remplit 2-3 éléments qui vont permettre à Adalo et à iOS Android de se synchroniser pour ensuite aller publier des applications en bêta test. Donc ça, il suffit de suivre ce que dit Adalo et on avance. Voilà. Donc là, il faut compter en général 2h30 sur Android, 1h30 sur iOS. Là, il y a une phase de vérification quand même manuelle, alors semi-manuelle côté Apple et Google, pour dire tiens, est-ce que lui, est-ce qu'il a le droit de développer sur iOS ou sur Android. Donc là, il peut y avoir un blocage, quelque chose qui prend un peu plus de temps. Moi, je sais que sur Android, ça a été bloqué un peu. Donc, voilà, on dépend de ce délai-là. Si on veut aller vite, le but c'est d'aller vite, on ronge un peu son frein. Voilà. iOS, c'est un peu pareil. C'est le même, je l'ai présenté ici. Ensuite, comme je l'ai dit, on a tout qui est prêt sur les stores. Enfin, tout qui est prêt. On a capacité d'être développeur sur iOS et Android, mais on n'a pas de nom, pas de logo, pas d'identité de marque. On a un peu tout le fonctionnel, mais finalement pas les choses qui vont être aussi importantes. L'objectif, c'est ce qui va aussi un peu driver la distribution derrière. Je vous rappelle l'objectif, allez vite, allez vite, allez vite. Donc mes enjeux, on se pose des enjeux, référencement et se distinguer des concurrents. Bon, ok, on a vu que tous ils se positionnaient plutôt sur des listes de cadeaux pour référencer et ensuite faire des listes. Là, l'idée, c'était plutôt de se positionner sur des idées de cadeaux et pas forcément des listes de cadeaux, genre offrez-moi ça, mais plutôt de dire voilà mes idées et vous pouvez en rajouter, vous pouvez faire des choses. Donc, je suis parti sur My Gift Ideas. C'est la façon la plus simple de créer et de partager les cadeaux qu'on veut recevoir. Ensuite, création de logo, on verra après. Trouver un nom de domaine. Alors là, je dirais que c'est un peu facultatif, mais quand même c'est important parce que sur la version web d'Adalo, il y a besoin d'un nom de domaine pour publier et éviter d'avoir un truc en adalo.io ou je sais pas quoi. Donc voilà, moi je choisis What Gift Do You Want, 12,01 € sur OVH. Le but c'est d'aller vite, que ce soit pas cher. Je voulais pas acheter gift.com. Rédiger les textes pour les stores Apple et Google, on y viendra juste après. Créer les screenshots, là encore. Logo. Disclaimer, je ne suis pas designer, toujours pas. Je ne suis pas devenu designer dans la foulée. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas designer ? On a la chance, on est en 2022, on va sur Dali et on lui dit fais-moi un blue present flat type icon design. Ou alors simplistic white present on a blue background. Je savais à peu près ce que je voulais, mais voilà. Donc j'ai essayé de lui expliquer dans les mots un peu simples de ce que je voulais. C'était proche, mais pour moi c'était pas satisfaisant. Je vous mets un petit peu ce qu'il m'a généré. Donc on voit des trucs, c'est pas dégueu, mais c'était pas exactement ce que je voulais. Et je voulais aller vite. Donc, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais sur Google, je tape GIF flat SVG, j'arrive sur Icon Shop, je prends une icône libre de droit en SVG que je télécharge, je la mets sur Figma, je choisis 2-3 couleurs qui me paraissaient sympas, et en 1h30, enfin 1h30 en comptant la partie Dali, j'avais mon logo, mes logos, donc c'est celui-là. Alors, je vous laisse juge de savoir si c'est mieux ou moins bien que ce qu'a fait Dali, mais en tout cas, voilà, moi personnellement, ça m'allait mieux. Ensuite, on rentre sur les App Store listings. Donc là, on a un nom, un logo, mais en revanche, tout ce qui va être référencement sur les stores, on n'a rien. Et on a l'impression que ça peut être simple. C'est une partie qui est assez complexe, que moi j'ai déjà fait, enfin qui est pas complexe, mais plutôt longue, et où parfois on a un peu de mal à se repérer sur ce qui est obligatoire, ce qui ne l'est pas. 3 choses à réaliser, des screenshots pour mettre en avant l'app. Et en gros, quand les gens ils cherchent une app, ils cliquent sur le logo, il y a un texte descriptif, ils ne le lisent pas, ils cliquent sur des screenshots, ils lisent 2 fois et ils disent « Ok, je télécharge ou pas ». C'est ça le fonctionnel habituel. Donc, il faut que dans les screenshots, enfin dans les visuels qui apparaîtront à l'écran, on ait l'application, et puis la promesse, qu'on retrouve un petit peu la promesse, créer, faites ci, faites ça avec vos idées cadeaux. Donc, ça, c'est un process qui prend du temps, puisqu'il y a beaucoup de formats à gérer différents. iOS va demander des iPhone 5 pouces 5, 6 pouces 5, Android va demander d'autres formats. En fait, du coup, à chaque fois, c'est des images différentes. Globalement, l'idée, c'est de travailler sur le même document et puis de l'adapter aux choses. Donc moi, là-dessus, on fait ça sur Figma.
j'ai un cadre, on fait les captures d'écran de l'application directement, on les met sur Figma, on rajoute un texte, on met un fond de couleur et c'est parti, on l'exporte dans tous les formats qui sont demandés. Alors il faut bien regarder. On arrive à 9 visuels, alors on peut en mettre 50, mais l'idée, le minimum c'est 9, il faut aller vite, on n'en fait que 9. Ensuite, les textes, rédaction des textes avec des mots-clés. L'idée, c'est de voir quelles sont les choses que les gens vont chercher et pour qu'ils comprennent un peu à quoi sert l'app, la promesse de l'app et comment ça fonctionne. Alors, assez basique. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous générer les trucs. À l'époque, alors je ne sais pas si je ne l'ai pas utilisé, mais parce que ça peut aller assez vite. Hein. Ça permet de faire ci, ça, et voilà, on a une description. Et ensuite, data privacy. Alors, data privacy, ça prend deux formes. Il y a la page que vous allez mettre à disposition des utilisateurs pour qu'ils puissent consulter la façon dont vous gérez leurs données et les données personnelles que vous collectez. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est obligatoire. Donc moi, j'ai utilisé Guidebook là-dessus. Ça permet d'avoir une page Internet hébergée gratuitement et qu'on peut mettre à jour assez facilement. Voilà, donc, data privacy. Et ensuite, il y a tout ce qui est gestion des données, la façon dont vous utilisez les données, la façon dont vous allez le déclarer à Google et Apple. Donc là, c'est un process qui est assez long et assez pénible parce que vous n'avez pas forcément une bonne connaissance de ce qu'il faut remplir. Vous vous demandez est-ce que vous connectez des données personnelles, des emails, des photos, des user-generated content, des vidéos, et comment vous les utilisez. C'est pour du marketing, c'est pour l'utilisation interne, c'est pour je ne sais pas quoi. Ça prend pas mal de temps, et notamment quand on ne l'a jamais fait. Donc Adalo aide un petit peu sur cette partie-là, parce qu'il y a des éléments qui sont inhérents à l'utilisation d'Adalo qu'on va être obligé de remplir, même si nous on pense que c'est pas utilisé, Adalo va l'utiliser eux en background pour faire de la synchro, de la gestion de compte et des choses comme ça. Donc faut être voilà, faut prendre le temps de faire cette partie-là. Voilà, temps 2 heures. Alors moi ça m'a pris 2h30. Je pense que quand on l'a jamais fait, on peut multiplier le temps par 2 ou par 3 sans aucun problème, parce que c'est quand même pas forcément des choses compliquées, mais il faut savoir se repérer, c'est pas forcément très bien indiqué. Voilà. Voilà, je vous mets des petites captures alors, pour vous rendre compte, vous voyez. Alors il y a des formats qui se ressemblent un peu, mais en fait c'est pas les mêmes. Là il y a une bannière, là il y en a pas. Là, le logo, il est pas la même, c'est pas la même résolution. Les textes qui sont demandés, c'est pas les mêmes. Là on demande des mots clés, on demande une URL d'assistance, on demande ceci, cela. Donc en fait, voilà, il y a pas mal de trucs où on se dit, bah, en fait ça peut aller assez vite. Finalement on a besoin de rien. Ils demandent quand même beaucoup d'informations. On va avancer parce que voilà, faut qu'on aille vite. Là encore, mise en bêta. Vous avez une application, vous l'avez testée, vous avez fait 2-3 tests dans votre coin. Vous dites ah tiens c'est cool, ça marche. On met en bêta. L'objectif c'est de voir s'il y a des bugs et d'avoir des retours aussi un peu fonctionnels pour les gens disent ah c'est bien ou alors c'est de la merde ton truc. Au niveau du process, on choisit les utilisateurs idéalement qui sont dans la cible de l'app. C'est pas la peine de demander à votre Tata Huguette si vous faites une application B2B, le fait qu'elle teste ne va pas servir à grand chose. Donc vous trouvez des gens qui sont dans la cible de l'app et qui idéalement vont être capables de payer par la suite. On publie une version avec une release note, on dit bah, voilà ce que j'ai fait, merci de me faire des retours là-dessus pour guider les gens parce que sinon ils ne savent pas ce qu'ils doivent tester. Et on demande des retours précis. Et on se pose la question, est-ce que l'app elle est prête à être mise en production? Est-ce que la promesse est bien rendue? Est-ce qu'il y a suffisamment peu de bugs, à la fois pour que les gens soient, que la promesse soit rendue et que Apple et Google l'acceptent aussi, parce que ça fait partie des choses importantes. Et sinon, on itère, on refait une boucle. Donc là, attention au temps de propagation à chaque fois qu'on publie une version. Ça peut être rapide, mais ça peut aussi être long. Donc ça, c'est un point qui est important. Là, on va itérer. Donc le nombre d'itérations va dépendre de la qualité initiale de ce que vous avez fait. Temps de travail effectif selon les correctifs qu'on va effectuer. Moi, je dirais au moins 2-3 jours par itération, si on veut aller vite. Parce que les gens, ils n'ont pas que ça à faire non plus que de tester votre app. Donc il faut au moins leur laisser 2-3 jours pour qu'ils puissent regarder. Ensuite, publication de l'app. Là, c'est la partie trop cool. 5 minutes, on appuie sur le bouton et puis on attend. Sauf qu'il y a un délai à prévoir. Entre 24 et 48 heures selon Apple, Google et puis leur process de test. Alors ils vont vous demander. Alors là, il faut faire attention à bien leur donner toutes les informations pour qu'ils puissent tester l'app, des comptes de test et des choses comme ça, parce que sinon ils vont dire bah non en fait je peux pas tester ou il y a ça qui va pas ou quoi que ce soit. Et ensuite on repart sur des cycles de 2-3 jours. Voilà, et donc on était le 2 novembre, là on est le 16 novembre. Et le 18 novembre, l'app est dispo sur Apple et sur Google. Donc on est content. On est parti le 2 novembre, on est arrivé le 18 novembre et on a notre application qui est dispo sans avoir, en étant allé le plus vite possible. Donc là, je vous ai récapitulé un petit peu les quelques jours et les délais et voilà, tout ce qu'il peut y avoir. Si on fait maintenant le bilan du 0 à 1, on n'avait rien, on a quelque chose. On a une application, temps de travail effectif, environ 39 heures.
Délai 15 jours, ça fait une moyenne de 2h36 par jour, ce qui est gérable quand en side project, quand on fait ça en plus du taf normal et qu'on a des enfants qui ne dorment pas. Le coût du premier mois, $188 plus 12 €, et le coût mensuel, $65 plus $99 par an pour Apple. Je vous ai mis un récap des outils utilisés. Donc on voit, il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas tous obligatoires. Mais on voit voilà, Google, Apple, Dali, Iconshop, OVH, Gitbook, Adalo, Notion et Figma. Chacun ayant sa spécificité. Pardon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a une app, on est content, c'est bon. C'est bon, là, il n'y a plus qu'on on attend, le cache rentre, les utilisateurs téléchargent, et voilà. Là, l'idée, c'est de vous partager maintenant. Moi, mon but, c'était d'avoir une app sur le store. C'était pas d'avoir une app qui marche ou qui soit téléchargée sur le store. Voilà. Mon objectif, c'était d'arriver à cette étape-là. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est de vous montrer maintenant, quand on ne fait absolument rien, ce qui se passe. Action menée. Et l'app, je peux vous dire, elle fonctionne et elle permet de rendre la promesse, elle permet de rendre la promesse qui a été définie initialement. Action menée, minimum syndical. Je poste dans les WhatsApp familiaux pour dire au fait, voilà. Post LinkedIn, sur quelques Slack de communauté, le Palace, No Code France pour avoir des feedbacks un peu de gens dans la tech pour avoir des retours. On est 6 mois après, qu'est-ce qui se passe? Alors, globalement, ce qui se passe, c'est que dès que je parle du sujet, le feedback qualitatif que j'ai, c'est « mais c'est trop bien ton truc, putain. C'est un besoin que tout le monde a, à chaque fois on m'en parle, c'est la galère, les cadeaux de Noël, mais moi, c'est vraiment, honnêtement, ça va cartonner ton truc, c'est sûr, c'est sûr. » Téléchargement, iOS 229, Android 79. Usage, 42 utilisateurs actifs au cours du dernier mois, 254 utilisateurs créés sur la globalité, 798 cadeaux, donc les gens aiment bien se faire des cadeaux a priori, et 229 listes créées. Donc globalement, ce qu'on peut en tirer, c'est qu'en fait, si on fait rien, il ne se passe rien. Alors on peut se dire, ouais, c'est cool, tiens, c'est quand même 300 gars qui ont téléchargé alors que tu n'avais rien demandé. C'est rien du tout. Donc si on ne fait rien, il ne se passe rien. Mais mon message là-dessus, c'est de dire qu'en fait, le travail, il se finit pas au moment où l'app elle est live et où en fait on se dit, bah, c'est bon, j'ai fait mon taf de développeur ou d'intégrateur et ça marche. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Ce qu'on peut faire aussi comme constat aussi, c'est que par rapport au feedback qualitatif, c'est pas parce que les gens n'ont pas l'app qu'ils ne reçoivent pas de cadeau de Noël. Donc on est sur une application qui est de l'ordre qui apporte une amélioration de quelque chose d'existant, mais qui en fait n'empêche pas les gens finalement de faire le besoin initial qui est la création de l'app. Donc on est moi ce que j'appelle sur un service nice to have, à la différence du must have où si les gens l'ont pas, ils peuvent pas faire la promesse qui leur est faite. Donc voilà, l'idée c'est pour dire que si on ne fait rien sur certains types de business, il ne se passe rien. Donc c'est là que le travail commence. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on aurait pu faire en termes de monétisation? L'idée, c'est de vous partager un peu des solutions de monétisation sur des applications mobiles. Et on va aller assez vite, puisque si on veut prendre quelques questions, il faut aller vite. On peut faire de la publicité. Donc le ICPM de la publicité, c'est-à-dire le nombre d'euros que je vais recevoir pour 1000 vues de la publicité, c'est 2 € sur de l'interstitiel. Donc un truc plein écran que les gens vont regarder pendant 30 secondes. Donc, pour gagner 1 000 € par mois, il faudrait que j'ai 500 000 vues d'une pub sur un mois, soit on est à 16 000 vues par jour. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 16 000 personnes par jour qui voient votre app pour que vous touchiez 1 000 €. Je n'ai pas parlé des impôts et des choses comme ça. Voilà. Donc, 1000, voilà, on pense à nos 229 téléchargements et on pense aux 16 000 vues par jour. Donc là, on n'est déjà plus dans le même univers. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire que le travail pour y arriver, il est après la publication de l'app, il n'est pas avant. Et le fait de faire une meilleure app ou avec plus de fonctionnalités ne va pas du tout répondre à ce problème-là. Le problème de la distribution, il n'est pas lié au périmètre fonctionnel, il est lié à la promesse inhérente de l'app. L'app payante, on peut faire une app payante, soit en abonnement, soit en one-time fee. Là, si on fait, donc là, déjà, c'est compliqué de faire payer les gens pour un service de gestion de cadeaux où eux, ils sont invités pour faire un cadeau à quelqu'un d'autre. Donc déjà, ça serait compliqué dans ce business model-là. Si on prend 4 € de revenus hors taxe pour un in-app, il faudrait 250 nouveaux utilisateurs payants par mois. 250 nouveaux utilisateurs avec un taux de transfo de 1-2%, ce qui est constaté sur les applications mobiles. Ça fait entre 12 000 et 25 000 nouveaux utilisateurs par mois. Bon, on n'y est pas tout à fait. On n'y est pas tout à fait. La dernière solution, c'est d'aller vers un truc un peu plus de niche, de l'affiliation, où là, on retravaillerait les liens que les gens déposent en rajoutant des liens de tracking pour faire de l'affiliation, et on serait rémunéré par Amazon ou par d'autres sites pour voilà. Mais là, ça nécessite une intégration où je ne suis même pas sûr que Adalo puisse le proposer. Mais ça nécessiterait d'avoir un travail un peu plus technique sur cette partie-là.
Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est que la voie vers la monétisation, elle est pas évidente, elle est encore loin. Pour en savoir plus, bon voilà, ça se trouve vous dites bah oui, en fait ça se trouve son application c'est de la merde, c'est pour ça que personne la télécharge. Non, je vous invite à aller vous faire votre propre idée, aller dessus, créer un compte, regardez et voyez. Voilà, l'idée, ce que je voulais faire, c'était de vous partager les différentes étapes de l'idée jusqu'à la publication pour que vous puissiez vous dire tiens, est-ce que j'ai les compétences ou est-ce que je peux les développer et est-ce que je peux m'approprier ces outils-là pour ensuite développer une application parce que j'ai une idée, en n'oubliant pas si c'est une idée, alors ça peut être un side project, c'est-à-dire je le fais juste pour le fun et on verra bien, ou alors un vrai besoin entrepreneurial. Et dans ce cas-là, il ne faut pas oublier les petits warnings là, sur les business models, les user tests et les choses comme ça que vous pouvez faire. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de... C'est allé un peu vite, je vais essayer de tout parcourir, mais que ça vous a plu et que vous avez pu découvrir mon voyage pour créer une application en quelques semaines sur Adalo. Merci à tous. Merci beaucoup Antoine, un grand plaisir. Et on n'a pas le temps pour les questions. On n'a pas le temps pour les questions-réponses malheureusement. Donc moi je... Tu es là cet après-midi? Ouais, c'est ça, je suis là après et cet après-midi. Si n'hésitez pas, ou sinon il peut y avoir aussi sur LinkedIn ou sur les réseaux. Ouais. On peut te contacter aussi. Merci à tous. Merci encore, c'était très chouette.